Alors, salut et bienvenue dans ce tutoriel sur l'introduction de la comptabilité nationale. Nous allons dans ce tutoriel vous présenter les différents agrégats macroéconomiques qui sont utilisés dans les différents comptes nationaux, notamment le PIB et puis les autres agrégats qui tournent autour de la comptabilisation de l'activité économique à l'échelle d'un pays. Nous allons vous montrer comment calculer le produit intérieur brut, quelles sont les différentes optiques qui sont utilisées dans le calcul de cet agrégat macroéconomique le plus utilisé. Nous allons également dans ce tutoriel vous présenter les différents comptes, que ce soit partant du compte de production au compte financier et les différents tableaux de synthèse qui sont utilisés en macroéconomie, que ce soit le tableau économique d'ensemble, le tableau des opérations financières et autres. Donc, d'entrée de jeu, disons tout simplement que la comptabilité nationale vise à représenter l'économie sous une forme de plus en plus simplifiée. Et l'idée de la comptabilité nationale part de la volonté qu'ont les États d'intervenir et d'agir dans la régulation quotidienne de l'économie. Et cela a été une nécessité suite aux grandes dépressions des années 30, suite à un grand choc économique que le monde entier a connu dans les années 20 et qui a donc donné la nécessité de pouvoir enregistrer, comptabiliser tout ce que l'économie, toutes les activités économiques qui sont menées à l'échelle d'un pays pour pouvoir faire des propositions, des ajustements de façon conjoncturelle, structurelle, basées sur des données collectées au niveau macroéconomique. Et donc, le premier vrai comptabilité nationale a vu le jour grâce à John Menaken qui à l'époque dirigeait donc la délégation de la Grande-Bretagne qui était chargé de la rédaction des accords de Bretton Woods en 1941, après que le gouvernement britannique, le Parlement autant pour moi britannique, en ait fait la demande. Ça, c'est pour ce qui est de John Menaken. Également, les travaux des économistes Wallis Leontief et Jan Tinbergen, tous deux prix Nobel et de nationalité américaine et néerlandaise respectivement, ont permis de développer des analyses plus proches de celles qu'on connaît aujourd'hui dans le système national, dans les systèmes nationaux de comptabilité, dans les systèmes de comptabilité nationaux. Alors, donc, Richard Stone et Simon Kuznets sont donc à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle normalisé de la comptabilité nationale à la suite des travaux de Leontief et Tinbergen. Ils ont pu poursuivre des réflexions pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui le système de comptabilité normalisée. Alors, et dans ce système de comptabilité normalisée, on a un certain nombre de tableaux de synthèse avec le tableau des entrées-sorties en particulier, qui fut l'œuvre de Leontief dans les études, des travaux préliminaires de cette discipline qu'est la comptabilité nationale. Alors, cette comptabilité nationale-là a pour vocation principalement de modéliser et étudier l'activité économique d'un pays donné pendant une durée précise. D'où la nécessité vraiment de collecter un certain nombre d'informations au niveau
que ce soit macroéconomique, microéconomique, que l'on pourra agréger pouvoir avoir les données macroéconomiques et ces données-là, si elles sont mesurées d'année en année, peuvent être des outils d'aide à la prise de décision. Une autre fonction, une autre vocation de la comptabilité nationale est de prévoir l'évolution d'une conjoncture, et autrement dit, prenant les réalisations d'un certain nombre d'indicateurs que sont par exemple le PIB, la consommation, et la formation brute de capital fixe et autres agrégats pour pouvoir agir et faire des simulations de politique économique. Et donc, autre chose à savoir concernant la comptabilité nationale, c'est qu'elle se mesure une fois l'année terminée et elle ne tient pas compte de l'augmentation des prix de l'inflation et donc se mesure à prix constant. Et donc, comme nous l'avons signalé déjà plus haut dans nos propos introductifs, l'information la plus utilisée par la comptabilité nationale, c'est le PIB et nous allons présenter les différentes optiques qui sont utilisées pour le calcul, en précisant tout de même que le PIB est un indicateur et à la fois un agrégat macroéconomique, agrégat parce qu'il agrège un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques et permet donc de mesurer l'activité économique dans un pays. Il existe donc trois approches pour pouvoir mesurer le PIB. La première approche, c'est l'approche production. Et donc, le PIB n'est rien d'autre que les valeurs ajoutées, euh, la somme de toutes les valeurs ajoutées produites par, engendrées par les différentes entités économiques à l'échelle nationale auxquelles on associe les impôts sur le produit, puisque les entreprises, lors de leur processus de production, reversent à l'État des impôts liés à leur production et également reçoivent des subventions du même État. Et donc, toutes ces taxes payées-là, nettes des subventions reçues, auxquelles on associe les différentes marges ou alors les valeurs ajoutées engrangées par les entreprises, nous permettent d'avoir ce qu'on appelle le produit intérieur brut, qui en d'autres termes est considéré comme la somme de toutes la production engrangée par les différentes entités économiques. Et donc, on peut également avoir une deuxième approche de mesure du PIB qui est l'approche revenu. Et vous allez remarquer que dans le calcul du PIB selon l'optique, selon l'optique production, on a d'une part la somme des valeurs ajoutées et de l'autre, d'autre part, les impôts sur la production nette des subventions. Et pour cette composante concernant la somme des valeurs ajoutées, qui sont les marges engendrées par les, les producteurs, donc cette composante-là, c'est la partie du revenu qui reste lorsqu'on a payé les taxes au niveau des entreprises et reçu des subventions. Cette partie du revenu-là est utilisée pour rémunérer les salariés et les revenus mixtes également. Et le reste, les revenus mixtes représentent ici en quelque sorte les revenus qui sont reversés aux propriétaires, aux facteurs de aux responsables des entreprises du fait de la possession de leurs entreprises. Et une autre partie
qui sera probablement réinvesti ou utilisé pour accroître le patrimoine de l'entreprise, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc, ce qui reste à l'entreprise après avoir rémunéré les salariés et les facteurs de production euh, qui sont les patrons, si on peut le dire ainsi. Et donc, cette composante, en décomposant les valeurs ajoutées sur cette composante, de cette façon-là, on obtient l'optique selon les revenus, voilà, qui est une deuxième optique du PIB, qui n'est qu'une décomposition de la première optique selon la production. Et la troisième optique, donc, c'est part du principe selon lequel ce qui a été produit, en fait, prend en compte le reste du monde à travers les exportations et les importations de produits. Autrement dit, toute la production nationale auquel on associe les importations de biens et services, ce sont des ressources dont dispose le pays au courant de l'année en question. Et donc, cette production-là auquel on associe les importations de biens et services sont donc utilisées par les ménages à des buts de consommation finale, par les entreprises à des fonds d'investissement à travers la formation brute de capital fixe, et une autre partie de cette production-là est exportée vers l'extérieur. C'est cette optique-là, partant de l'égalité des ressources et des emplois, les ressources étant ici la production et les importations, les emplois étant ici la consommation, les dépenses de consommation finale, les investissements à travers la formation du capital fixe et les exportations. Cette égalité ressources-emploi permet de tirer le PIB comme en trois principales composantes, à savoir la consommation finale, la formation brute de capital fixe, et puis le solde commercial, le solde de la balance commerciale. Voilà, c'est ça qui permet d'avoir l'optique selon la demande du PIB, produit intérieur brut. Et dans ce processus de production, il y a un certain nombre de secteurs institutionnels qui concourent à cette production intérieure brute-là. Et parmi ces secteurs institutionnels, on a les agents économiques qui sont regroupés dans différentes branches qu'on appelle ici secteurs institutionnels, qui constituent de ce fait des unités de base et de la comptabilité nationale. Euh, ces unités institutionnelles-là. Et donc, une unité institutionnelle donc, est au centre de décision autonome, est donc un centre de décision autonome pouvant donc être soit une personne ou plusieurs personnes physiques ou morales, soit les ménages, les entreprises, les administrations publiques ou les associations. Mais parlant de ces unités institutionnelles, on a comme première unité institutionnelle les ménages qui ont donc pour fonction principale la consommation des ressources principales sont la rémunération des facteurs de production et puis les transferts reçus. Aussi, au-delà des ménages, on a des sociétés non financières qui ne représentent rien d'autre que l'ensemble des sociétés ayant des fonctions principales de produits des biens et services marchands qui ont pour ressources les résultats de la production et puis des éventuelles subventions reçues par l'État. Également, comme autre unité institutionnelle, on a les sociétés financières qui sont l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés dont la fonction est d'offrir des services d'intermédiation financière ou alors qui exercent des activités financières auxiliaires. Et parmi ces différentes sociétés financières, là, on a les banques, d'abord la Banque centrale, on a
les autres institutions financières d'intermédiation financière. On peut avoir également les auxiliaires financiers, les sociétés d'assurance, aussi bien que les fonds de pension. Et à la suite, on a également les administrations publiques qui ont pour fonction principale soit de produire des biens non marchands ou alors de les affecter, d'affecter les opérations de redistribution de ces revenus-là ou du patrimoine national à, à ses principaux destinataires. Comme administration publique, on a d'abord l'administration publique centrale, on a les administrations publiques locales et puis les administrations de sécurité locale. La dernière unité institutionnelle que nous allons citer ici sont les institutions sans but lucratif qui regroupent diverses structures, dont certaines associations, euh, les associations des consommateurs, par exemple, les partis politiques, les syndicats, les églises, les organisations de charité, constituent donc ces institutions à but non lucratif. But non lucratif, ça signifie qu'elles produisent des biens ou des services dont la valeur marchande représente moins de 50% du coût de production. Donc, euh, on a également le reste du monde qui n'est pas une unité, un secteur institutionnel, mais qui regroupe un certain nombre d'unités non résidentes qui effectuent des opérations avec l'économie qui sont très importantes pour pouvoir prendre en compte un certain nombre de facteurs pouvant influencer la comptabilité nationale, notamment les exportations, les biens, services, les importations, les transferts et autres. Voilà. Donc, au niveau des opérations sur les biens et services, on a des opérations sur la production qui est effectuée notamment par les entreprises, les ménages, les administrations. On a les opérations sur la consommation, les opérations sur la formation, brut de capital, sur l'investissement à travers les entreprises et les ménages. On a également les opérations avec l'extérieur à travers les importations, les importations de biens et des services. Et donc, on a des opérations de répartition qui sont des opérations par lesquelles les valeurs ajoutées créées par la production est destinée distribuée entre les salariés, les propriétaires d'entreprises, les administrations publiques, ou alors redistribuée du fait de l'action de l'administration publique à travers, par exemple, des versements d'allocations financés par les prélèvements. Donc, on a la valeur ajoutée comme nous l'avons vu tantôt, c'est la part de la production qui reste lorsqu'on extrait la consommation intermédiaire. Parce que dans le processus de production, les entreprises produisent certes des biens marchands, mais elles utilisent des biens intermédiaires dans le processus de production. Et donc, cette marge-là, déduite de la production à travers les produits, les consommations intermédiaires de biens et services, donne ce qu'on appelle la valeur ajoutée, qui permet d'avoir, lorsqu'on agrège le produit intérieur brut, lorsqu'on y associe euh, les taxes et les subventions reçues. Et donc, un indicateur de viabilité de l'économie, c'est le taux de marge qui représente l'excédent brut d'exploitation rapporté à la valeur ajoutée en pourcentage. Et donc, une augmentation de cet indicateur-là signifierait que les entreprises priorisent moins la rémunération des salariés, alors qu'une diminution des marges signifierait que les salariés reçoivent des traitements de plus en plus intéressants. Et donc, au niveau des opérations financières, parmi ces différentes opérations,
qui représente les engagements pris par les agents économiques les uns envers les autres en contrepartie, bien évidemment, de monnaie ou de produits. Et on peut citer par exemple les prêts faits à certains représentants des emprunts pour les autres. Et donc, la comptabilité nationale retrace les opérations entre les principaux secteurs institutionnels dans le tableau des opérations financières. Voilà, il existe donc un certain nombre de comptes macroéconomiques dans lesquels ces différentes transactions sont, n'est-ce pas, enregistrées. Et parmi ces comptes, on a premièrement le compte de production qui utilise comme ressource le PIB et comme emploi, ou alors comme emploi, ou alors passif, si vous le voulez, la consommation intermédiaire, puisque la consommation intermédiaire, ce sont les biens et services, la quantité monétaire de biens et services qui sont détruits dans le processus de production, tandis que le PIB, c'est le produit qu'on obtient lors du processus de production, et donc le solde de ce compte n'est rien d'autre que la marge brute qui représente ici la valeur ajoutée qui est le solde du compte de production. Donc, à l'issue du processus de production, on a la valeur ajoutée qui est le solde, qui permet donc de se diriger vers le compte d'exploitation. Qu'est-ce qu'on en fait de cette valeur ajoutée qui est produite? Cette valeur ajoutée qui est produite représente donc la ressource du compte d'exploitation. Et comme emploi, on a la rémunération des salariés, le paiement des impôts sur la production, net des subventions, bien évidemment, comme emploi de ce compte. Et le solde de ce compte, c'est l'excédent brut d'exploitation qui, comme je vous l'ai dit, représente ce qui reste lorsque les entreprises ont payé les salaires et les impôts net des subventions. C'est cet excédent brut d'exploitation-là qui sera donc pris en compte dans le compte d'affectation des revenus primaires. Et donc, dans ce compte d'affectation des revenus primaires-là, on a donc ces excédents bruts d'exploitation-là auxquels on peut associer les revenus de la propriété reçue, également net de celles versées, puisqu'elles n'interviennent pas dans le processus de production. On a également les salariés, les revenus salariés, et puis les impôts sur la production, net des subventions, qui sont considérés dans ce compte d'affectation du revenu primaire, et donc le solde de ce revenu. Donc, ce qui reste aux différents producteurs lorsque, après exploitation, euh, paiement des salariés et autres, ont payé les impôts, cette fois-ci sur le revenu, puisque chaque opérateur, chaque agent économique paye des revenus, des impôts sur le revenu tiré dans le compte d'exploitation. Il faut recevoir des revenus des propriétés ou alors verser si c'est le cas. Et puis également payer les impôts sur la production. Et donc, ce qui reste n'est rien d'autre que le solde du revenu primaire qui sera par la suite exploité dans le compte d'exploitation du revenu secondaire. Dans ce compte de distribution du revenu secondaire a pour ressource le solde du revenu primaire, plus haut, qu'on a vu plus haut, auquel s'associent comme ressources également les impôts sur les revenus qui sont reçus, les impôts sur le patrimoine qui sont reçus, les prestations sociales reçues et les autres transferts courants reçus, ainsi que les cotisations reçues.
Et en emploi de ce compte, on a les impôts sur les revenus qui sont versés, les impôts sur le patrimoine qui sont versés, les prestations sociales versées, les cotisations sociales également versées, ainsi que les autres transferts, les autres, les autres transferts versés. Et le solde de ce compte de distribution du revenu secondaire représente le revenu disponible brut qui va être utilisé dans le solde d'utilisation du revenu disponible. Voilà, donc ce revenu disponible-là, qui est à la disposition des ménages-là, sera donc, après déduction de la consommation finale des ménages, va donc produire ce qu'on appelle l'excédent d'exploitation, qui est le solde d'utilisation du revenu disponible, qui est l'épargne brute, autant pour moi. Et donc, cette épargne brute-là va donc permettre d'investir à travers le compte du capital. Comme emploi la formation brute du capital fixe, on a la variation des stocks, on a les objets de valeur acquis net de celles qui ont été cédées. Et donc, finalement, on a d'autres actifs non productifs acquis net de celles qui sont cédées. Et donc, le solde de ce compte du capital constitue ce qu'on appelle la capacité ou le besoin de financement. Parce que s'il est négatif, cela signifie que l'économie est dans un besoin de financement qui peut venir de l'extérieur. Ou alors, s'il est positif, cela signifie que l'économie a une capacité de financement qu'il peut transférer peut-être à l'extérieur sous forme de prêts. Et donc, parlant toujours de ces comptes d'accumulation, on a le compte financier qui mesure, pardon, qui mesure les variations des actifs et des passifs financiers du secteur institutionnel, entre le secteur institutionnel et le reste du monde. On a également le compte compte du patrimoine qui permet donc d'évaluer le patrimoine financier du secteur institutionnel en dressant un état de la valeur des actifs détenus et des engagements contractés à un moment donné. Donc, cette opération a souvent lieu le 31 décembre de l'année, ce qui est le compte du patrimoine. Et donc, on a un certain nombre de tableaux de synthèse des données macroéconomiques, à savoir en premier lieu le tableau des entrées, des tableaux économiques d'ensemble, euh, qui est un tableau de synthèse qui donne une présentation simultanée des comptes, des flux des secteurs institutionnels et des comptes d'opération. Nous allons le voir un peu plus bas. Et ce compte rassemble donc les opérations économiques et financières de l'économie nationale pour une année donnée. Et, il permet donc de mesurer les résultats économiques globaux, à savoir comme la contribution de chaque secteur institutionnel à ces résultats. Il mesure également l'importance de la relation économique nationale et le reste du monde. Donc, on a là un exemple de tableau économique d'ensemble qui ne prend pas en compte le reste du monde. Et vous verrez que ce tableau n'est pas équilibré. On a là la production de biens et services qui est un emploi pour l'économie, euh, une ressource pour les sociétés, puisque ce sont les sociétés qui produisent les biens et services. On a la consommation intermédiaire qui est une ressource en biens et services qui est donc également un emploi pour les sociétés. On a les salaires qui sont
une ressource pour les ménages et un emploi pour les sociétés, naturellement, puisque ce sont les sociétés qui payent les salaires aux différents employés. Mais vous pouvez remarquer ici que les salaires, la colonne, la ligne correspondant au salaire n'est pas équilibrée. 500 unités monétaires de salaire sont versées aux ménages alors que les entreprises ne payent que 400. Ce qui peut s'expliquer par le fait que nous n'ayons pas pris en compte le reste du monde. On peut également faire la même remarque pour les dividendes. 200 unités monétaires de dividendes sont versées aux ménages alors que seulement 100 proviennent des sociétés. Cela signifie que les 100 autres, et donc ce sont ces deux composantes qui font que notre tableau économique d'ensemble ne soit pas équilibré dans la mesure où nous n'avons pas pris en compte le reste du monde. On peut faire la même interprétation pour la consommation finale, la formation du capital fixe, la variation des stocks, la monnaie et puis le crédit. Et donc, si nous prenons en compte le reste du monde, nous verrons par exemple que la venue des exportations, puisque vous avez vu que dans le processus de production, en usant l'égalité ressources-emploi, on a les importations qui sont une ressource, un emploi pour le reste du monde, puisque ils représentent des ventes. On a également les exportations qui représentent une ressource en biens et services qui est transférée au, euh, au reste du monde. Voilà, donc ayant pris en compte le reste du monde, pour revenir à notre rubrique salaire, nous avons vu tout à l'heure que les ménages avaient reçu 500 unités monétaires de salaire, 400 seulement par les sociétés. Cela signifie que les 100 autres proviennent du reste du monde, puisque les salariés nationaux peuvent percevoir, les travailleurs nationaux peuvent percevoir des salaires venant de l'étranger. C'est le cas des employés des organisations internationales qui, n'est-ce pas, sont résidents dans leur pays, mais dont leur revenu provient plutôt de, voilà, de l'organisme qui les emploie et qui représente plutôt des transferts qui proviennent plutôt du reste du monde. Il en est de même des dividendes. Et donc, à la suite du tableau économique d'ensemble, on a également le tableau d'entrée-sortie qui distingue les différentes branches et secteurs. Et donc, la branche est constituée par l'ensemble des activités qui élaborent un produit donné. Et donc, à titre plus explicatif, le tableau d'entrée-sortie indique le montant de chaque produit utilisé par les diverses branches de l'économie et donc permet de retrouver l'équilibre pour chaque branche entre les emplois et les ressources. Et donc en ligne, on a la répartition des produits entre les branches, c'est-à-dire le volume des produits utilisés par chaque branche. Et en colonne, on a le volume des produits nécessaires à chaque branche pour, n'est-ce pas, sa production. Et donc, on a là une illustration du tableau d'entrée-sortie qui représente à gauche les ressources et à droite les emplois. Et sur chaque, que ce soit en ligne ou en colonne, on représente les différents secteurs, que ce soit le secteur agricole, le secteur industriel, le secteur des services. Donc, on peut voir là la répartition de la production entre le secteur agricole, secteur industriel et secteur des services qui peut permettre d'analyser quel est le secteur, par exemple, qui contribue le plus euh, à la production totale et quel est le secteur qui utilise le plus de secteur où la consommation finale est le plus tirée. Est-ce que c'est le secteur agricole? Est-ce que c'est le secteur industriel? Est-ce que c'est le secteur des services? On peut le savoir à travers le tableau des entrées-sorties qui est représenté là. Et donc, finalement, on a le tableau des opérations financières sur lequel nous allons revenir un peu plus tard.
qui réunit l'ensemble des statistiques financières relatives au secteur institutionnel et permet donc d'analyser les aspects financiers de l'économie. Et nous allons y revenir de fond en comble pour vous expliquer un peu plus comment est-ce que ce tableau des opérations financières fonctionne. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous vous remercions pour votre bienveillante attention et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.